BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Bonjour Jean-François Filiatre. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Cette semaine, je voudrais vous parler de la rentabilité de votre épargne et plus particulièrement de vos fonds en raison de la publication au début d'année d'une étude de l'ESMA. Alors l'ESMA, c'est l'AMF européenne. L'ESMA s'est intéressée aux performances et aux frais des fonds. Où en Europe et sur quels fonds ? Alors, effectivement, le périmètre est effectivement européen. Sur quel fonds l'étude, elle porte en fait sur les SICAV et les FCP traditionnels. Bref, ce que dans le jargon européen on appelle les UCITS, donc pas l'épargne salariale ni les SCPI. Et évidemment, cette étude, elle porte sur toutes les classes d'actifs. Précision importante, elle couvre la période de 2008-2017. On commence par parler de quoi alors quand on s'intéresse à cette étude? De frais, de performance? Alors personnellement, je pense que les deux doivent être comparés ensemble, mais puisqu'il s'agit d'une étude de l'ESMA, je vous suggère de vous mettre au cœur de la pensée européenne. Pourquoi ? Parce que celle-ci, en fait, elle a fait bouger dans le passé, comme on peut le voir dans le cadre des documents réglementaires. Aujourd'hui, sur un fonds, on doit vous remettre un DICI, c'est un document d'information clé pour l'investisseur, et on y trouve les performances passées, mais aussi les frais perçus, les frais de gestion perçus sur le dernier exercice. La doctrine européenne a bougé avec un nouveau document qui s'appelle PRIPS, que l'on trouve aujourd'hui dans les contrats d'assurance vie notamment, et qu'on était censé déployer à la fin de l'année sur les fonds. Et là, cette fois-ci, on constate quoi ? Adieu les performances passées. En revanche, le poids des frais dans la présentation est beaucoup plus important, en particulier parce qu'on vous révèle les frais cachés. Du coup, qu'est-ce que ça donne comme évolution ? Alors, en termes d'évolution, selon l'ESMA, les frais sur les fonds sont restés stable sur la période, c'est-à-dire 2008-2017, à une exception près. Cédric, à votre avis, laquelle ? Je sais pas, les actions, oui, les actions, parce que les diversifier, non, oui, non. Eh bien, écoutez, si on fait le tour des pistes des classes d'actifs, on finit par tomber sur quoi ? On finit par tomber sur le monétaire. Et là, les frais ont fortement chuté. Ils étaient en moyenne de 0,6% en 2008. Ils sont tombés à 0,25% en 2017. Alors, on pourrait se féliciter de cette baisse des frais, mais comme le monétaire aujourd'hui, franchement, il faut être fou pour en avoir. Cette baisse des frais, elle va surtout nous interpeller. Pourquoi est-ce que ça a baissé ? Parce que j'ai envie de vous dire, oui, il y a des questions de rendement, mais enfin, la gestion reste la même, non ? Ouais, c'est une vraie question. En fait, la vraie question, c'est que représentent les frais ? Est-ce que c'est le coût réel du gestionnaire majoré de sa marge, ou est-ce que c'est autre chose ? Cédric, je vous propose une définition moderne des frais. Les frais, c'est ce que le client accepte de payer. Et quand les taux sur le marché monétaire étaient à 6%, ça gênait personne de payer 1%, voire plus, de frais sur une SICAV monétaire. Et quand les taux sont négatifs, ça coince. D'où la baisse des frais. Bref, en fait, le niveau des frais, j'aurais presque tendance à dire, de manière un peu provocatrice, que c'est le niveau de compétence du client en matière commerciale. Donc, plus elle est faible, plus les frais sont élevés, et vice-versa. Et croyez-moi, quand on va le marché, on peut le dire, les clients sont nuls. Bon, il y a des différences majeures entre les différentes classes d'actifs La gestion la plus chère, ce sont les actions, avec des frais moyens de 2%. Et la gestion la moins chère, ce sont les SICAV monétaires, on l'a vu avec notre 0,25. Alors, on se dit, là, tiens, il y a une sorte de cohérence du marché. Il y aura un lien entre, en fait, l'espérance de gain et le niveau des frais. Bref, plus le placement peut rapporter gros, plus les frais sont élevés. On serait donc en fait dans une sorte de partage de la valeur entre d'un côté l'industrie de la gestion et d'un autre côté le client. Alors, si on regarde les obligations qui sont à 1,40%, ça semble correspondre à cette logique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vocation à rapporter plus que le monétaire et moins que les actions. Alors, Cédric, sur ce raisonnement-là, à votre avis, quels sont les frais sur les fonds diversifiés en moyenne ? On fait quoi ? On fait une règle de 3, vous avez dit 2 pour les actions, un 4 pour... Un 4 pour les obligues ? Bon, ça va nous donner du 1,7 ou un truc comme ça ? Raisonnement parfait. Le problème, c'est qu'en pratique, l'addition finale, elle est plus élevée. Dieu sait pourquoi. Peut-être que c'est pour payer la qualité de l'allocation d'actifs qui, on l'a vu l'an dernier, je sais pas, on peut dire que ces résultats ont été, on va dire, nous contestables. Donc, juste, dans la presse, on a repris le fait que, en fait, les frais absorbaient en moyenne 25% de la performance. Moi, si vous le permettez, je vais faire un autre calcul. Sur un fonds action, j'attends une performance moyenne dans les années à venir de 5%. Si je lâche 2% de frais, ça veut donc dire que je vais lâcher 40% de la perf. Sur un fonds obligataire, là je vous le dis tout de suite, la performance que j'attends c'est 0. Donc rien ne sert à souscrire, sauf à vouloir subventionner l'industrie. Je pense d'ailleurs qu'au passage, il serait plus intéressant de faire un don au Resto du Cœur.
Et alors, sur les fonds diversifiés, performance attendue 5% sur la partie action, 0 sur la partie obligataire. Je divise par 2, ça me fait 2,5%. Là-dessus, on me propose de me prendre 1,8% de frais en moyenne. Ça veut dire que je refile 72% de la perf à l'industrie. Et je vous dis comme ça, il y a des matins où je me dis que je comprends pourquoi j'ai de temps en temps envie de relancer l'actionnariat individuel. Bon, Jean-François, vous êtes là sur des statistiques qui correspondent à des fonds qui sont destinés à des investisseurs particuliers, parce qu'on rappelle, il y a différentes parts. Pour les parts investisseurs, j'imagine, institutionnels, c'est moins cher. Et oui, c'est moins cher. Et vous faites bien de le préciser. Évidemment, l'étude de l'ESMA le démontre, les fonds institutionnels sont moins chers que les fonds particuliers. Alors, sur le site N3D de notre camarade Frédéric Lorenzini, j'ai vu l'autre jour un titre, c'était « L'ESMA invente le fil à couper le beurre ». Pour titrer le papier d'un directeur grand compte d'une compagnie d'assurance. Et celui-ci s'interrogeait en se disant, le sujet n'est pas de savoir si les frais impactent ou non la performance, mais bien de savoir s'ils sont légitimes ou pas. Est-ce que donc au regard des frais, il y a une prestation, une valeur ajoutée qu'il est légitime? C'est une vraie question. Alors je vais tenter d'y répondre, mais avant je voudrais moi aussi m'interroger, puisqu'on parle d'assurance vie. Quand je souscris un contrat d'assurance vie, Cédric, avec des unités de compte, qui est le souscripteur? C'est moi ou c'est l'assureur? Non, vous le rappelez régulièrement, l'assurance vie, c'est pas un super compte titre, c'est l'assureur qui achète les unités de compte et vous êtes titulaire d'une créance sur l'assureur. Diable! Et quand je regarde mon contrat, je constate que toutes les parts qui y sont référencées sont des parts destinées aux particuliers. Bref, je fais appel à un professionnel que je rémunère par ailleurs et sa valeur ajoutée, c'est quoi? C'est d'acheter des parts retail qui sont très chères alors qu'il a accès au marché institutionnel. Là, je vous le dis, Cédric, ce n'est pas le fil à couper le beurre qu'on a inventé, c'est la machine à prendre des clients pour des cons. Bon, côté performance, après les frais, j'imagine qu'il y a quand même le match entre gestion active et gestion passive, non? Tout à fait. Et le résultat va un peu vous surprendre. L'ESMA nous dit quoi en pratique? Elle nous dit que en performance nette, c'est-à-dire après frais, la gestion active a légèrement surperformé sur 1 an et sur 3 ans, avec environ un point de performance en plus, mais qu'en revanche, la gestion passive creuse l'écart sur 7 ans et sur 10 ans. Donc sur 7 ans, elle affiche une progression moyenne de 9,7% contre 8,4% pour la gestion active, et sur 10 ans, elle affiche un gain de 5,8% en moyenne contre 5,5% pour la gestion active. Bon, ça veut dire que les gérants actifs n'arrivent à battre ni indice ni tracker. Ça, je vais vous dire, cette lecture-là, je la trouve, Cédric, pardon, mais complètement fausse. Oh! Pourquoi? Parce que je vais vous proposer de vous comporter comme un institutionnel averti. Un institutionnel averti, il fait quoi? Il lance un appel d'offres auprès de différentes sociétés de gestion en leur demandant de donner la performance réelle du gérant. C'est quoi ce chiffre en fait? C'est la performance avant prélèvement des frais de gestion. C'est le véritable résultat du gérant, la mesure exacte de son expérience. Et après, il passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la discussion sur la tarification de la gestion. Autrement dit, combien j'accepte de payer sur ce service? Eh bien, si l'on regarde la performance des fonds avant prêt, la gestion active bat la gestion passive. Bon, moi j'ai assez tendance à le croire, mais je ne sais pas si Guillaume va être d'accord. Non, Guillaume qui est accro à la gestion indicielle, à mon avis, il va pas croire ce chiffre-là. Et pourtant, Guillaume, le résultat, il est formel. Sur 1 an, sur 3 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, la gestion active bat la gestion passive. Bref, un gérant actif apporte de la valeur ajoutée. Donc, arrêtons d'allumer ces gens-là en disant qu'ils sont nuls. Le problème, j'ai pas dit ça, problème, Guillaume, il n'est pas là. Le problème, il est dans la philosophie du système. Pourquoi? Parce que l'ambition du système n'est pas de dégager de la valeur pour la rendre aux clients, mais bel et bien pour se l'accaparer. On nous parle en pratique de gestion pour compte de tiers. Vu les pratiques, j'aurais tendance à dire qu'on devrait plutôt nous parler de l'utilisation du compte des tiers pour la rentabilité propre des sociétés de gestion. Jean-François Filiâtre pour Marché Gagnant. On se retrouve tout à l'heure, Jean-François. Que s'il y a des questions. Il y a des questions.